Il y a des bouquins, tu les ouvres, et tu sens déjà que tu vas pas en sortir indemne. Comme un vieil interrogatoire mal éclairé, où c'est pas toi qui poses les questions. Transparence, c'est exactement ça. Un titre propre sur lui, presque inoffensif, mais qui te regarde de travers dès la couverture. Je me suis penché sur cette affaire comme on plonge le nez dans une boîte à cigares trop longtemps oubliée dans un tiroir de bureau. Au début, ça sent le moisi du quotidien. Et puis tu réalises qu'il y a quelque chose qui fermente là-dessous. Quelque chose d'humain, trop humain. Karine Carville, c'est pas une braillarde de la métaphore. Elle te pose les mots comme un flic pose ses pièces à conviction, une à une, sans clinquant. Et pourtant, son polar te happe sans un cri. Pas besoin de grandes orgues ni de poursuites à contresens. Ici, le crime s'avance à pas feutrés, planqué dans un Tupperware de restes tièdes et une boîte à pizza qui pue la culpabilité. Alors ouais, 5e épisode de Chronique Noire. Un dossier pas comme les autres, une enquête qui gratte sous la peau, où les suspects portent des visages familiers et où le flic en charge, il porte aussi un autre nom que celui qu'on lui colle encore trop souvent sur le dos. Bienvenue dans Transparence. Un polar, où ce qu'on regarde en dit plus long sur nous que ce qu'on voit vraiment. Mike rétro, prêt à dégainer sa loupe et son vieux carnet. C'est parti. Tu parles, Mike. T'as encore fouillé un polar, comme si t'allais y trouver les restes d'un vieux flingue ou une lettre d'adieu gribouillée au rouge à lèvres. Mais là, c'est pas un colt qu'il faut, c'est une loupe à introspection. Ce bouquin-là, il file pas droit, il flotte. Il t'embarque sur une mer d'huile, et c'est toi le poisson rouge. Alors ouais, t'as raison sur un point. Transparence, ça a rien d'un thriller à effets spéciaux. Mais ça colle à la peau. Ça se glisse entre deux certitudes et ça les fait trembler. On croit suivre une enquête, mais c'est nous qu'on interroge. Allez Mike, ouvre le dossier, balance la première clope et allume la lumière blafarde. Repérage. Où l'on plante le décor, l'ambiance et les premières ombres. Tu vois, Velda, il y a des bouquins qui t'attrapent à la gorge dès la première page. Transparence, c'est pas un de ces hurleurs à effet de manche. C'est un polar discret, feutré, qui s'infiltre. Il avance masqué. Comme un type bien habillé qui entre dans un bar louche. On sait pas ce qu'il vient faire, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. L'histoire se déroule dans une ville sans nom, un quartier sans attrait. Et c'est très bien comme ça. Pas besoin de carte postale ici. Le décor, c'est le banal, le quotidien. Un appartement, une pizza froide, un flic qui regarde les détails. Et derrière, une tension qu'on ne nomme pas tout de suite. Un corps va tomber. Mais le vrai cadavre, c'est peut-être la confiance. Karine Carville joue serré. Elle nous balance pas un meurtre spectaculaire. Elle nous sert un doute, puis un autre, une ambiance, et on mord à l'hameçon. Parce que dans ce roman, le crime, c'est pas juste un fait divers, c'est un miroir. Et ce qu'on y voit, c'est pas toujours flatteur. Transparence, c'est un polar psychologique, social, contemporain. Une intrigue qui repose autant sur ce qu'on voit que sur ce qu'on ne veut pas voir. Et ça, mon vieux, c'est souvent là que le piège se referme. Filature. Où l'on suit les personnages à la trace, comme un chat reniflant une piste froide. Ils sont là tous, ceux qui causent, ceux qui se taisent, ceux qui mentent en regardant ailleurs. Et le plus étrange, c'est qu'on croit les connaître, mais on les voit toujours à travers un filtre. C'est là le tour de force du roman. Evan Renault, l'enquêteur en équilibre. Ex-femme devenue flic ou ex-flic devenu homme, on ne sait plus par quel bout le prendre. Evan, c'est le protagoniste en transition, dans tous les sens du terme. Pas une caricature, pas une démonstration idéologique, juste un personnage vrai cabossé par la vie, par son corps, par ses collègues, par ses doutes. Il doute, Evan. Il voit bien que son flair est encore là, mais il sent aussi que les autres doutent de lui. Pas à cause de son boulot, non. À cause de ce qu'il est, ou plutôt de ce qu'il a osé devenir. C'est là que le roman devient intelligent. Il ne fait pas de la transidentité un drapeau, mais un prisme. On voit le monde à travers ce que ça change dans le regard des autres. Issa, l'ami suspect. L'ex-codétenu. L'ami. Le type qui te soutient mais dont tu sais qu'il a connu les barreaux. Issa est attachant, ambigu, imprévisible. Il a ses colères, ses loyautés, ses silences. Et surtout, il a une dette, celle de la survie. Le roman ne le rend pas coupable, mais il reste un élément instable,
Et dans ce genre de récit, un élément instable, c'est comme une grenade dégoupillée dans une boîte à gants. Hugo, l'époux modèle au bord du précipice. Un gars clean, trop clean. Le genre a commandé une pizza en pleine dispute pour éviter d'exploser. Sauf que parfois, le silence est plus dangereux qu'un coup de poing. Hugo, c'est l'homme banal dans toute sa complexité, capable d'aimer, de fuir, de casser. Pas un monstre, mais un type qui se fissure. Les satellites, parents, pizzaiolos et collègues. Autour de ce trio gravite une galerie de personnages secondaires très bien dessinés. Le père autoritaire, la collègue compatissante, le pizzaiolo nerveux. Chacun a sa scène, sa fonction, son secret éventuel. Et tous participent à brouiller la ligne claire qu'on voudrait tracer. Parce que dans ce roman, la vérité n'est jamais rectiligne. Le lecteur doit faire sa propre filature, recouper, soupçonner, et parfois accepter de ne pas savoir. Parfait. On referme le carnet des suspects pour ouvrir celui des mots. Les mots, cette autre arme du crime. Celle qui tue en douceur ou qui dissèque la réalité au scalpel. C'est l'heure des interrogatoires. Là où on fait parler le style, où on examine la syntaxe à la loupe, où on écoute les dialogues comme un flic écoute les silences dans une pièce d'écoute. Allez, lumière blafarde, interrogatoire, où l'on décrypte la langue, les silences et les mécanismes du doute. Dans un polar, le style, c'est plus qu'un outil. C'est une empreinte, un ADN. Et celui de Transparence est identifiable dès les premières lignes, clair, sec, sans fioriture mais jamais plat. Karine Carville ne minaude pas. Elle n'écrit pas pour se faire admirer. Elle écrit pour dire. Et elle dit beaucoup. Une langue efficace, mais pas dépouillée. L'écriture est directe, mais jamais simpliste. Les phrases sont courtes, bien rythmées, mais savent s'étirer quand il le faut. On sent une maîtrise du tempo narratif. Accélération pendant les dialogues tendus, ralenti quand le doute s'installe. La pizza avait été ouverte et photographiée à son tour. Je me demandais pourquoi elle était aussi abîmée, comme si elle était tombée, puis avait été ramassée. Une phrase simple. Et pourtant, tout y est. L'observation, l'intuition, le début d'un raisonnement. C'est de la narration clinique, presque policière. Normal, c'est le regard d'Evan. Mais c'est aussi un choix d'écriture, celui de ne jamais trahir la voix du personnage. Des dialogues qui sonnent justes. C'est souvent le talon d'Achille des romans policiers contemporains. Des dialogues qui claquent comme du théâtre mal écrit. Ici, non. On est dans l'authentique. Les flics parlent comme des flics. Les suspects comme des gens pressés ou brisés. Et le lecteur, lui, écoute. Il guette les failles. Prenons ce passage d'un interrogatoire. « Dites-moi, monsieur Martin, vous nous avez dit qu'il n'y avait rien à manger hier soir pour le dîner ?»« Oui, c'est pour ça qu'on s'est pris la tête. »« Ok, mais alors d'où vient cette pizza ?» 3 répliques, 3 coups de scalpel. Le suspect vacille, le lecteur aussi. On ne lui hurle pas la vérité à la figure, on la fait émerger. Et c'est là tout l'art du polar bien mené, transformer la question anodine en bombe à retardement, une narration interne maîtrisée. Karine Carville fait un pari risqué, nous faire entrer dans la tête d'un flic qui doute de tout, y compris de lui-même. Mais elle réussit, grâce à une voix narrative bien tenue, mêlant observation, réflexion et fêlure. Il n'était pas particulièrement un geek, mais appréciait le confort des nouvelles technologies, tout en déplorant qu'elles contribuent à la pollution sur Terre. Evan était plein de contradictions et ne l'ignorait pas. Ce genre de passage est précieux. Il donne de la profondeur au personnage sans plomber le rythme. Et surtout, il installe ce fil rouge thématique. La contradiction, présente à tous les étages du roman. Dans les personnages, dans les apparences, dans l'enquête elle-même. La psychologie, moteur de l'intrigue. Ce n'est pas un polar d'action. Même si la baston avec le pizzaiolo ou la course dans la pizzeria donne quelques sueurs, l'essentiel se joue ailleurs, dans les esprits. L'intrigue repose sur des intuitions, des micro-gestes, des contradictions comportementales.
La respiration du suspect s'accéléra. Evan nota que quelques gouttes de sueur perlaient à son front. Il était toujours aussi surpris de constater la naïveté des personnes qui étaient arrêtées. Comment Issa avait-il pu croire un seul instant que leur service n'allait pas retrouver sa précédente inculpation? On est en plein dans le mental, dans ce jeu d'échecs entre le flic et le suspect, mais sans esbrouf. Pas de super-héros. Juste un flic perspicace qui fait son taf et un type pris à son propre piège. Des indices littéraires habilement semés. Karine Carville aime les détails. Et elle les place à des endroits stratégiques. Une boîte à pizza, une main fermée, une photo mal rangée. Tout peut être une clé. Le lecteur attentif est récompensé, mais pas devancé. L'exemple le plus flagrant, c'est cette foutue pizza. Symbole de la banalité. Objet du crime involontaire. Indice de la chronologie réelle. Et surtout, élément qui résiste à l'explication simple. C'est un coup de maître, en toute discrétion. L'objet ordinaire devient extraordinaire par sa place dans le récit. Humour discret mais ravageur. On ne rit pas aux éclats, mais on sourit. Souvent, grâce à un humour sec, presque involontaire, typique des ambiances de commissariat. Elle lui avait arraché la boîte des mains, lui entaillant la main. Il avait jeté un œil sur la plaie qui rougissait dans sa paume. Elle l'avait blessé. Encore. Le pathétique flirte avec le grotesque. Et ça fait mouche. Parce que derrière le rire, il y a toujours un fond de malaise. Le choix du point de vue, une réussite. Le roman choisit de ne jamais tout montrer. On suit Evan, parfois d'autres personnages, mais toujours de manière ciblée. Ce flou volontaire permet au lecteur de rester en état de veille. Il ne peut jamais se reposer sur une vérité donnée. Et ça, c'est une stratégie narrative brillante. Le meilleur exemple, la scène où un inconnu enterre un corps. On ne sait pas qui. On comprend juste que ce n'est ni Evan, ni Issa. Et là, tout bascule. Le doute s'installe. Le lecteur croyait avoir compris. Il va devoir reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir. Une construction habile, en strates. Le récit se découpe en chapitres courts, nerveux, qui alternent les temps forts. L'autrice insère une scène, puis une autre, parfois sans lien apparent. Mais à mesure que l'enquête avance, les strates se superposent, les échos se répondent, et les liens apparaissent. Ce n'est pas une structure classique. C'est une construction en spirale qui revient sur ses pas, mais à chaque tour, on découvre un étage en plus. Du bel ouvrage. En résumé, Carville, avec transparence, ne fait pas dans le tape à l'œil. Elle cisèle son récit comme un artisan du soupçon. Chaque mot est pesé, chaque scène calibrée. Elle laisse à son lecteur le soin de deviner, de déduire, de douter. Reconstitution, où l'on recolle les morceaux, scène après scène, jusqu'à faire surgir la vérité. C'est le moment où l'enquêteur passe du flou au net, où le kaléidoscope narratif prend une forme claire, où les détails lâchés çà et là se remettent en ligne comme des soldats en rang. Dans Transparence, Karine Carville n'offre pas une reconstitution classique façon Perry Mason ou Julie Lescaut. Elle joue plutôt sur le doute organisé, le faux semblant structurel. Et pourtant, à la fin, tout fait sens. Ou presque. Le mobile, du personnel à l'universel. Ce qui frappe, ce n'est pas tant la révélation du coupable, encore que, mais ce que dit l'enquête sur notre époque. L'affaire part d'un différend familial, glisse vers une jalousie à peine contenue, et débouche sur une méditation glaçante sur le lien, ou l'absence de lien, entre les êtres. La solitude comme terrain fertile du crime. Le huis clos affectif comme cocotte-minute narrative. Evan ne cherche pas seulement un assassin, il traque une faille, celle qui s'ouvre entre les gens quand la communication est rompue. Et cette faille, on la retrouve dans chaque relation du livre. Entre les deux frères, entre le père et ses enfants, entre le flic et sa propre compagne. La reconstitution devient alors non pas un exposé des faits, mais une radiographie des fractures humaines. Les fausses pistes et leur juste place. Pas de roman noir sans détour. Et ici, ils sont nombreux. La piste du pizzaiolo au tempérament nerveux, le passé judiciaire d'un suspect,
les rancœurs larvées dans la famille, sans parler du rôle secondaire, mais pas si secondaire, de certains témoins, le voisin, la petite amie, la sœur effacée. Chaque fausse piste est un miroir tendu au lecteur, l'invitant à se planter avec panache. Mais Carville joue franc jeu. Elle ne nous manipule pas à la Hitchcock, elle nous guide à la Simenon, en semant des miettes que seuls les plus attentifs ramasseront à temps. Le lecteur est complice de la reconstitution, ou son otage. Tout dépend de son flair. Le rôle du corps, indicateur, pas accessoire. Ce n'est pas un roman clinique, mais le corps y joue un rôle fondamental. Corps abîmé, déplacé, enterré, puis exhumé dans les souvenirs. Ce n'est pas une enquête médico-légale à la Patricia Cornwell, mais la manière dont l'autrice évoque les blessures, les gestes, les réactions physiques en dit long. À la limite du psychosomatique parfois. Un simple regard, une crispation de mâchoire, une main serrée sur une boîte à pizza peuvent valoir autant qu'une preuve ADN. Parce que chez Carville, le corps parle à sa manière. L'épiphanie finale, pas de twist, mais une fissure. Le roman ne s'achève pas sur une révélation fracassante. Pas de « c'était lui depuis le début » ou de masque arraché comme dans Scooby-Doo. Non. Transparence joue dans une autre cour, celle du roman noir contemporain, où l'issue ne soulage pas mais creuse encore. Quand on referme le livre, on ne pense pas à l'arrestation. On pense à ce qui va se passer après, aux cicatrices, à la conscience d'Evan, aux questions qu'il se posera dans les nuits suivantes. L'affaire est classée, mais le lecteur, lui, ne l'est pas. Et c'est bien ça la marque des grands. Reconstitution terminée. Le puzzle est complet, ou presque. Il manque toujours une pièce, celle qu'on a peut-être avalée sans le savoir. Mais c'est ça aussi, la littérature noire. Elle vous laisse avec une certitude bancale mais obsédante. Bouclage. Où l'on ferme le dossier, sans jamais vraiment le classer. Il y a des enquêtes qui s'achèvent sur une arrestation propre, caméra braquée sur un coupable qui passe aux aveux. Transparence n'est pas de ce bois-là. Le roman se termine sur un faux calme, un mystère résiduel qui survit aux menottes et aux expertises. Le lecteur quitte la dernière page avec la certitude inconfortable que la justice humaine est toujours une esquisse, jamais un tableau achevé. Le vrai crime, l'angle mort social. Oui, un meurtre a été commis, et le responsable, lorsqu'il se révèle, n'est pas celui qu'on regardait depuis le début. Mais le livre pointe surtout un délit plus large. Notre manie de ranger chaque individu dans une case commode. Qu'il s'agisse d'Issa, l'ex-tolard, d'Hugo, le mari parfait devenu suspect, ou d'Evan, le flic qu'on appelle encore par son ancien prénom, chacun porte un étiquetage qui oriente l'enquête avant la moindre preuve. Le texte ne prétend pas que le système policier est malhonnête. Il montre qu'il est humain, donc partiel. Le danger, rappelle Carville, c'est lorsque nos routines, procédures, instincts, petits biais, font écran à l'observation. On croit voir clair, on ne perçoit qu'un reflet. Evan Renault, la lucidité au prix fort. Evan ressort vivant mais secoué. Son flair lui a permis d'éviter l'erreur judiciaire la plus grossière. Pourtant le doute persiste. Il sait que d'autres dossiers, moins spectaculaires, passent peut-être entre les mailles. Sa transition, loin d'être un simple détail biographique, devient un prisme professionnel. Il connaît intimement ce que c'est que d'être mal perçu, donc il guette ses failles chez autrui. Cette vigilance est une force et un fardeau qui l'accompagnera dans chaque future affaire. Le lecteur comme co-enquêteur. En refermant le livre, on n'applaudit pas. On revisite mentalement chaque scène, la pizza retournée, la main crispée du pendu, le coach évaporé, la forêt et sa fosse improvisée. On se demande quelle preuve on aurait ratée à la place d'Evan. C'est la grande réussite du roman. Faire de nous des inspecteurs involontaires, sceptiques jusqu'au bout. Pourquoi ça claque ? Transparence hérite des codes du noir. La violence, le mensonge, la solitude, mais opte pour une tonalité contemporaine. Pas de fatalisme glamour, plutôt un constat brut. Le réel est brouillé, à nous de réaffûter le regard.
Les lecteurs en quête de twists spectaculaires trouveront peut-être la fin ça, verdict personnel. La vérité, c'est comme une vitre pas lavée depuis 6 mois. Tu crois voir l'horizon, tu distingues surtout tes propres traces de doigts. Mike Rétro, débrief nocturne, commissariat de la rue des Ombres. À mon sens, c'est là que le roman se hisse au-delà du simple polar. Il interroge notre capacité collective à admettre la complexité. Et il le fait sans prêche, à coups de chapitres nerveux et de dialogues qui claquent. On referme l'ouvrage avec l'impression d'avoir suivi 2 enquêtes en parallèle. L'une sur un homicide tangible, l'autre sur le meurtre quotidien de la nuance. Signature finale. Dossier clos, ou presque. Dans ce métier, un classeur trop lourd fait toujours un bruit suspect quand on l'enferme dans l'armoire. Je laisse la clé à portée, au cas où la conscience viendrait fouiller après les heures de service. C'était Mike Rétro, détective littéraire, adepte du café brûlé et des vérités qu'on chuchote. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Un conseil ? Méfiez-vous des évidences. Et des pizzas trop bien rangées. Parce que parfois, ce qui pue pas le cadavre sent